Bon, reprenons exactement là où on s'était arrêté. Ouais, on a pas mal de pain sur la planche aujourd'hui. C'est clair. La dernière fois, on a passé pas mal de temps à déconstruire un peu tous ces mythes toxiques sur la productivité. Absolument, comme cette fameuse illusion du multitâche. Voilà, ou l'idée que notre volonté serait un puissant fond, ce qui est complètement faux en fait. C'est ça. On a compris de façon très intellectuelle qu'il fallait identifier cette priorité absolue, mais la théorie, c'est bien beau. Oui, la théorie, ça va un temps. Et là, pour le coup, on entre dans la phase ultime. Le voyage en lui-même, c'est la bascule, quoi. Exactement. Parce que toute cette préparation, si elle reste à l'état de concept sur un tableau blanc, ben, elle ne sert rigoureusement à rien. Ouais, ça me fait penser, j'appelle souvent ça le syndrome de la valise. Le syndrome de la valise. Ouais, tu sais ce truc où tu passes des jours à préparer minutieusement tes bagages, tu plies tout au millimètre, Ah oui, avec la technique de Marie Kondo et tout. mais grave. Tu étudies la carte de la route, tu vérifies la pression des pneus de la voiture 3 fois, et en fait, ça donne une sensation de satisfaction incroyable, tu vois. C'est le cerveau qui te récompense. Voilà, sauf que factuellement, le voyage, il commence vraiment que quand tu tournes la clé de contact et que tu fais le tout premier mètre hors du garage. C'est une super métaphore. En fait, du point de vue neurobiologique, cette phase d'organisation est... Enfin, elle est super dangereuse. Ah ouais? Dangereuse comment? Bah, le simple fait de planifier, ça libère de la dopamine. Ton cerveau te donne l'illusion que tu as accompli un truc immense. Juste parce que j'ai fait une jolie liste sur mon téléphone? Exactement. Alors que dans le monde physique, absolument rien n'a bougé. Et c'est pour ça que notre exploration d'aujourd'hui, elle remène tout à un proverbe chinois super connu. Ah, celui sur les pas. C'est ça. Même pour effectuer le plus long des voyages, il suffit de faire un premier pas, mais il faut continuer à faire des pas. Ouais, ça a l'air un peu naïf dit comme ça, genre citation inspirante sur les réseaux sociaux. C'est vrai que ça fait un peu cliché, mais la mécanique cognitive derrière est redoutable. C'est ce qu'on appelle voir grand, mais agir petit. Et c'est là que j'ai un vrai blocage, tu vois. Prenons un exemple hyper concret. Je t'écoute. Imagine qu'on marche sur un sentier super escarpé en montagne, avec des cailloux partout. Ok, je visualise. Depuis qu'on est gamin, que ce soit à l'école ou dans le monde de l'entreprise, on nous dit « garde les yeux fixés sur le sommet de la montagne, ne perds pas de vue l'objectif final Ouais, le fameux mindset de gagnant. ». Voilà. Sauf que, physiquement, si je passe mon temps à regarder le sommet de la montagne en marchant, je finis par trébucher lamentablement sur le rocher qui est juste devant mes pieds, en fait. Ah, mais c'est exactement ça le paradoxe du voyage. On glorifie tellement cette vision à long terme, cette grande ambition, qu'on en oublie un détail crucial. Lequel? Le mouvement, par nature, il est fondamentalement myope. Myope. Ouais. Fixer le sommet en permanence, en psychologie, ça crée une surcharge cognitive massive. Parce que le sommet est trop loin. C'est ça. L'écart entre là où tu es aujourd'hui et ton rêve ultime, il est tellement grand qu'il génère de l'anxiété. Et l'anxiété, elle paralyse. Donc le conseil de toujours viser grand, c'est un mauvais conseil, hein. Non, c'est juste mal compris. La vision à long terme n'est pas là pour t'inspirer au quotidien. Elle sert uniquement de boussole. C'est le principe de l'effet domino qu'on a vu précédemment, tu t'en souviens? Ah oui, la réaction en chaîne. Où un domino peut en faire tomber un autre 50% plus grand que lui. Exactement. Si tu commences avec un domino de 5 cm, avec la progression géométrique, au 57e domino, tu atteins la distance de la Terre à la Lune. C'est complètement fou quand on y pense. Ouais. Mais la Lune, c'est ta vision. Tu n'as aucun contrôle direct sur la Lune aujourd'hui. Ton seul pouvoir, là tout de suite, c'est de trouver ton petit domino de 5 cm et de le faire basculer. Donc une fois que j'ai regardé la Lune pour savoir dans quelle direction aligner mon premier petit domino, je range mon télescope. Tu le ranges et tu sors une loupe pour te concentrer uniquement sur le bout de bois devant toi. C'est super clair. Mais alors, qu'est-ce qui se passe si on refuse de pousser ce domino? Si on reste coincé dans l'organisation avec la valise dans le garage? C'est là que l'analyse change complètement de ton. On quitte la gestion de projet classique pour toucher à quelque chose de beaucoup plus émotionnel en fait. Ouais, il y a cette histoire dans l'œuvre qu'on explore, l'histoire du petit garçon et de son père. Elle m'a mis une claque. Elle est dure, oui. C'est le gamin qui s'assoit sur les genoux de son père. Le père bosse, il a la tête dans ses dossiers, comme souvent. Et le petit lui dit, de but en blanc, « Papa, on passe pas assez de temps ensemble. » Et le père adore son fils, hein. Il a un vrai pincement au cœur. Oui, il est pas méchant du tout. Mais qu'est-ce qu'il répond? Il dit, « Je suis désolé mon grand, on le fera plus tard. » Plus tard. Ouais, quand ce gros contrat sera passé, quand la période de rush sera finie. C'est terrible, parce que ce fameux plus tard, d'un point de vue scientifique, c'est un biais cognitif super documenté. Ah ouais, ça porte un nom? On appelle ça l'escompte temporel.
En gros, notre cerveau dévalue systématiquement l'importance des choses futures pour privilégier le confort ou l'urgence du moment présent. Genre, mon dossier urgent a plus de valeur aujourd'hui que les souvenirs avec mon gamin dans 10 ans. Exactement. Et ça s'accompagne d'une illusion tenace. On croit qu'on a un temps infini devant nous. On gère notre vie comme si l'horloge ne s'arrêtait jamais. Et ça mène direct au mur. Ça me rappelle cette étude très connue dont on parle souvent. L'étude de Bronnie Ware. Peut-être de ne pas avoir fait une heure sup au bureau. Absolument. L'échec ultime, c'est jamais de ne pas avoir atteint tel objectif financier ou telle part de marché. Les regrets, ils sont universels. C'est du genre, j'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie vraie, fidèle à moi-même, et pas celle qu'on attendait de moi. Ou alors, j'aurais aimé ne pas travailler si dur au détriment de mes proches. Et ça, c'est le résultat direct de tous ces plus tard, empilés les uns sur les autres. C'est ça. Ce sont les priorités essentielles qui ont été sacrifiées jour après jour. Tu sais, en réfléchissant à ça, je me dis qu'on devrait vraiment revoir notre définition de la procrastination. Comme ça. Culturellement, la procrastination, c'est presque une blague, quoi. Oh là là, je procrastine devant Netflix, je suis mal organisé, hihi. C'est vrai qu'on le banalise beaucoup. Mais avec ce prisme, l'indécision et la procrastination, c'est pas des petits défauts mignons, c'est des voleurs, des prédateurs de temps et de vie. C'est un mot phare, mais c'est justifié. Refuser de pousser son petit domino aujourd'hui, c'est s'assurer d'avoir des regrets énormes plus tard. C'est presque un suicide émotionnel à petit feu. C'est brutal, mais les données cliniques vont dans ce sens. Choisir son action essentielle au quotidien, c'est pas juste un petit hack de productivité. C'est littéralement notre seul bouclier psychologique contre les regrets de fin de vie. Ok, le diagnostic il est posé, et il fait franchement froid dans le dos. C'est sûr qu'il faut accuser le coup. Du coup, comment on s'arme contre ça? Concrètement, comment on arrête de se mentir dès ce matin pour reprendre le contrôle? L'ingénierie comportementale propose un outil central pour ça. L'idée, c'est d'en faire un réflexe absolu. C'est ce qu'on appelle la question déterminante. Attends, la question déterminante, on baigne quand même souvent dans un jargon de développement personnel qui sonne un peu creux. En quoi cette question est différente? Elle est différente parce que son architecture est pensée pour filtrer tout le bruit ambiant. C'est pas juste qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. C'est quoi la formulation exacte alors? C'est quelle est la chose unique, l'action spécifique que je peux faire là, tout de suite, et qui fera en sorte que tout le reste deviendra plus facile, voire carrément inutile. Ah ouais, la syntaxe est redoutable. On cherche pas ce qui brûle ou ce qui clignote en rouge dans la boîte mail. Non, on cherche l'effet de levier, on cherche le premier domino. Et pour que ça marche, il faut la raccourcir et se la poser tout le temps, jusqu'à ce que ça devienne automatique. D'accord, mais je veux me faire l'avocat du diable une seconde. Vas-y. Admettons que je pose cette question. Je trouve ma priorité. Ensuite, la théorie dit qu'il faut sanctuariser du temps, prendre un rendez-vous avec soi-même et le bloquer dans l'agenda. Tout à fait. Sur le papier, c'est magnifique. Mais dans la vraie vie, dans un open space, avec Slack qui sonne, les mails, la culture d'entreprise qui exige une réponse en moins de 5 minutes. C'est le gros point de friction, je suis d'accord. L'environnement de travail moderne, c'est une usine à interruption. Bah oui, si je bloque mon agenda pendant 4 heures, que je réponds à personne, mon manager va juste croire que j'ai déserté. C'est invivable. Alors, changeons de perspective 2 secondes. Imagine que tu as un rendez-vous médical. Ok, Un truc super important, genre un spécialiste très pointu que tu attends depuis 6 mois. C'est vital. ouais. Le jour J, à l'heure de ton rendez-vous, si un collègue déboule avec un dossier urgent ou si on t'envoie 10 messages sur Slack, qu'est-ce que tu fais? Tu annules le médecin? Ah bah non, évidemment. Je préviens tout le monde, je dis j'ai une urgence médicale, je suis complètement injoignable cet après-midi. Et est-ce que la boîte fait faillite pendant ces 4 heures? Non, généralement la Terre continue de tourner, les gens s'adaptent. Dérange, c'est ça. Pourquoi on accorde un respect absolu à un rendez-vous chez le dentiste, mais on dévalue complètement le temps réservé au travail qui donne tout son sens à notre carrière? Ouch. Ouais, c'est confrontant ça. En fait, on est complice de notre propre dilution. C'est nous qui laissons la porte grande ouverte. Le manque de respect pour ce temps bloqué vient d'abord de notre propre manque de conviction. Si on n'y croit pas soi-même, les collègues vont pas y croire non plus. Voilà. Après, attention, la méthode ne dit pas qu'il faut disparaître comme un fantôme et faire un suicide professionnel, hein. C'est mieux. Il y a toute une dimension sociale. Il faut éduquer son écosystème. Ça veut dire s'asseoir avec son manager ou son équipe et dire de 9h à 11h, je suis dans ma bulle. C'est là que je produis mon meilleur travail et ça sert les intérêts de toute l'équipe. On crée un nouveau contrat social en somme. Exactement.
Si tu communiques bien, tu ne passes plus pour quelqu'un d'imprévisible ou d'asocial, mais pour une force de concentration fiable. Ok, je valide complètement. Mais soyons réalistes, 2 minutes. Quoi donc? Le cerveau humain déteste l'inconfort, surtout quand il faut changer ses habitudes. Je connais des tas de gens, moi compris parfois, qui essaient ce genre de méthode, et au bout de 10 jours, ils disent « Ouais, le time blocking, c'est pas pour moi, ça marche pas ». Et c'est là que les neurosciences sont fascinantes. C'est parce qu'on sous-estime massivement le temps physiologique qu'il faut pour ancrer une habitude. Bah, on dit toujours que c'est 21 jours, non? Ça, c'est le mythe absolu. Les chercheurs du University College de Londres ont pulvérisé cette idée des 21 jours. Les données prouvent qu'il faut en moyenne 66 jours. Attends, 66 jours. C'est plus de 2 mois. Ouais, 66 jours d'efforts quotidiens. C'est pas juste une question de volonté, c'est un processus physique dans ton cerveau, la neuroplasticité. C'est-à-dire? Tes neurones doivent littéralement créer de nouvelles connexions synaptiques. Les 22 premiers jours, tu détruis l'ancienne habitude. Et ça, c'est atrocement inconfortable. C'est la phase de sevrage, quoi. Voilà. Ensuite, les 22 jours d'après, tu installes le nouveau comportement. Et les 22 derniers jours, tu le consolides pour qu'il devienne automatique. Donc s'isoler, bloquer son temps, refuser les distractions, c'est littéralement un marathon cognitif de 2 mois? C'est ça. La patience, c'est pas une vertu philosophique ici, c'est une exigence biologique. Faut s'accrocher. C'est vraiment une discipline de tous les instants, quoi. Ça demande de passer absolument tout au crible pour voir si ça sert notre fameux domino ou si c'est du superflu. Une vigilance totale. D'ailleurs, en préparant cette exploration, il y a un détail sur la structure même des textes qu'on analyse qui m'a fait halluciner. C'est une anecdote, mais elle résume tout. Ah oui, le choix d'édition, hein. Exactement. C'est génial. Dans le monde de l'édition scientifique et de la non-fiction, il y a des règles ultra rigides. Oui, les codes de l'industrie. Tu ouvres n'importe quel livre sérieux, tu as toujours les longues préfaces, les remerciements aux institutions, les notes d'intention, tout ça, c'est au début. C'est la convention sociale par excellence. Pour poser l'autorité, oui. Et bien là, pour rester absolument fidèles à leur propre philosophie de l'essentiel, ils ont fait un truc impensable. Ils ont relégué toute cette machinerie sociale et éditoriale à la toute fin de l'ouvrage, au-delà de la page 240, je crois. C'est d'une logique implacable en même temps. Mais c'est hyper gonflé, hein. Bah, s'ils avaient imposé 20 pages de politesse institutionnelle aux lecteurs avant même d'aborder le vif du sujet, c'était une trahison de leur propre concept. Exactement. L'idée, c'est de ne pas retarder la rencontre avec le cœur du message. Si un élément ne sert pas à faire tomber le premier domino, même si c'est une convention sociale super établie, alors c'est une distraction. Et ça doit dégager, ou au moins être mis à la fin. Ça prouve que cette discipline de l'essentiel, elle peut infiltrer absolument tout. Nos agendas, la façon dont on mène une réunion, nos emails, tout. C'est le prix à payer pour des résultats extraordinaires, l'élimination radicale du superflu. Bon, si on rassemble un peu tous les fils de cette discussion, on arrive à une conclusion qui est d'une simplicité presque déroutante, non? C'est souvent le cas avec les grandes vérités. Ce fameux voyage vers nos objectifs les plus fous, ce n'est pas une grande épopée mystique ou un truc de super-héros. Non, c'est très terre à terre. C'est juste une discipline implacable, silencieuse, ancrée dans le présent. C'est refuser de se faire avoir par l'illusion du plus tard. L'œuvre cite une phrase de Shakespeare que je trouve incroyablement puissante pour résumer ça. Je vois très bien laquelle. Dans le délai ne sommeille nulle abondance. Le délai, c'est la salle d'attente où viennent mourir les ambitions. C'est joliment dit. Et en même temps, tout ça soulève un dernier point, une réflexion qui dépasse de loin notre petite gestion du temps personnel. Et je crois que c'est le truc le plus vertigineux qu'on ait vu aujourd'hui. Le changement d'échelle. Ouais. On vient de voir à quel point notre cerveau est biologiquement vulnérable aux distractions, avec cette histoire de dopamine et d'escompte temporelle. Mais quand tu dézoomes, tu réalises que l'intégralité de notre économie moderne, l'économie de l'attention, elle est construite précisément pour exploiter cette faille. C'est clair, on n'est plus dans la simple erreur humaine là. On est face à un système. Des armées d'ingénieurs, des algorithmes prédictifs, des boîtes qui pèsent des milliards. Tout leur modèle économique repose sur la fragmentation de notre temps. Ils ont littéralement besoin, financièrement, qu'on ne trouve jamais notre priorité. Qu'on reste dans la réaction permanente, oui. Donc se poser la question déterminante et s'isoler pour abattre son domino, c'est plus juste une technique d'organisation. Non, c'est un acte de dissidence. C'est de la rébellion pure et dure. Du coup, la question qu'il faut se poser en sortant de cette réflexion, ce n'est plus simplement « qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?» Mais plutôt. Quel est ce tout premier pas, cette chose unique, petite et essentielle que tu peux accomplir là,
tout de suite et qui te permettra de reprendre le contrôle face à un monde qui veut t'éparpiller.